Donc, et pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Nagui Victor, qui est analyste politique. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, donc, on parle du rôle diplomatique de l'Égypte et des pays arabes aussi dans ce conflit au Moyen-Orient, dans cette guerre qui oppose d'une côté les États-Unis et Israël et de l'autre côté l'Iran. Alors, parlons du rôle de l'Égypte. Quels sont, selon vous, et comme vous le savez, l'Égypte maintient des relations équilibrées avec tous les pays du monde. Mais selon vous, quels sont les principaux défis affrontés par l'Égypte dans cette médiation? Oui, l'Égypte adopte un rôle de médiateur diplomatique et de stabilisateur régional. Vous savez que l'Égypte est un pays axial dans la région. L'Égypte est un pays de paix et de stabilité. Donc, l'Égypte s'efforce de contenir l'escalade pour éviter un embrasement total du Proche-Orient. Ceci se réalise par les divers contacts directs de notre président Sisi avec son ministre des Affaires étrangères, M. Abdelhad. Et l'Égypte multiplie, je dirais, tous les jours ses contacts avec les présidents, de la région, voire même les pays du Golfe, y compris la Jordanie, pour essayer de trouver une solution commune qui fasse pression sur les États-Unis pour arrêter cette guerre. D'ailleurs, actuellement, les échos qui parviennent des États-Unis nous informent que la rue américaine commence à détester cette guerre et à se lever contre ces décisions. Donc je pense qu'une pression des pays arabes avec les pressions américaines amèneront le président américain à stopper cette guerre. Voilà. Bon, est-ce que vous voyez que l'Égypte, qui a réussi donc qui a réussi à parvenir ou à aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et accueillir un sommet de paix à Sharm el-Sheikh. Est-ce que vous voyez que cette fois l'Égypte peut jouer donc et peut parvenir à l'arrêt de cette guerre dévastatrice au Moyen-Orient et accueillir donc les belligérants ou les protagonistes ici en Égypte? Est-ce qu'elle peut faire donc cette paix encore une fois? Oui, réunir les différents partis de cette guerre de nouveau en Égypte, je pense que pour le moment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que Israël attend depuis 40 ans cette occasion pour pouvoir mener cette guerre avec les États-Unis. Et je crois que les rôles sont partagés. Israël laisse les États-Unis taper sur l'Iran, tandis qu'elle s'occupe du Liban et du sud du Liban. Donc c'est une occasion en or pour M. Netanyahou, qui ne veut pas arrêter la guerre et qui fait tout et pousse tout pour faire durer et faire souffrir le maximum possible et obtenir le maximum d'intérêt possible de cette guerre. Quant à M. Trump, je pense, je ne comprends pas pourquoi il a commencé cette guerre. Oui. Ce n'est pas une guerre à l'américaine. Oui. Il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans. Il n'est pas menacé par le Téhéran. Il se trouve à des centaines de kilomètres de Téhéran. Est-ce que vous voyez que cette fois, c'est Benjamin Netanyahou qui a influencé, qui a pris la décision, qui a influencé sur
Donald Trump et qui l'a poussé dans cette guerre dont il ne sait pas donc s'en sortir maintenant. Il fait tous les jours des déclarations qui donnent donc l'impression qu'il veut mettre fin à cette guerre. Est-ce que vous pensez que c'est Benjamin Netanyahu qui a commencé et qui est le facteur dominant dans ce couple Netanyahu et Trump? Vous avez tout à fait raison, madame. La preuve, il y avait des pourparlers de paix pour trouver une solution à Genève entre les États-Unis et l'Iran. Et il y avait une percée dans ces discussions puisque pour la première fois, l'Iran avait accepté que son stock d'uranium en Russie, ces 300 ou 400 kilogrammes, soit sorti de l'Iran et reposé dans un pays tiers. Mais ceci n'a pas plu à M. Netanyahu. M. Netanyahu ne veut aucun accord entre les États-Unis et l'Iran. Il veut démolir l'Iran. Donc il a pris l'avion un mercredi, je me rappelle très bien, il a atterri dans la Maison Blanche et il a réussi avec beaucoup de malice à transformer et à arrêter pourparlers, ces discussions et à démarrer une guerre. Je répète, ça fait 40 ans que Israël attend de tomber sur un président américain qui veuille bien se joindre à eux pour faire cette guerre. Par contre, je pense que le président américain commence à s'enliser dans cette guerre qui n'est pas la sienne et tous les jours il avance des arguments très faibles, oui. des arguments dont les gens ne croient pas. Soit il dit pour désamorcer les armes nucléaires, qui n'existent pas d'ailleurs, ou pour le programme des missiles, il n'a pas à s'occuper de ça, ça n'intéresse pas les États-Unis, ou pour changer le régime. De quel droit un pays demande à changer le régime de notre pays? Là, on viole la loi internationale et la charte des États-Unis. Donc, tout ce qui est fait actuellement ne fait que démolir le régime international qui gère les relations entre les pays et les États. Donc, je ne sais pas comment on va pouvoir se rétablir après cette guerre, mais c'est vraiment la loi de la jungle qui résiste les relations actuelles. Oui. Voilà. Concernant donc, revenons au rôle de l'Égypte et des pays arabes, comment donc vous estimez la concordance ou la coopération entre l'Égypte et les pays arabes pour chercher donc une solution ou une sortie de ce conflit? L'Égypte a de très bonnes relations avec tous les pays du Golfe. Ce qui aide l'Égypte à discuter, à chercher, à négocier pour trouver une paix, une solution pacifique. Car cette guerre nuit à tout le monde. Et puis même au régime international, puisque le pétrole qui provenait de l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe ne fonctionne plus à cause de l'arrêt du détroit d'Ormuz, puisque le gaz liquéfié produit par le premier pays au monde qui est le Qatar, ils ont mis les clés sur la porte, déclarant force majeure. Donc l'Europe souffre du froid actuellement, puisque le gaz a pris 50% d'augmentation de prix. La Chine, le premier ennemi aux États-Unis, qui est perturbé, puisqu'il il recevait plus que 60% de son carburant à travers le détroit d'Ormuz. Et ce qui affecte l'évolution économique de la Chine, ce qui intéresse et fait plaisir aux États-Unis, car des observateurs ont déclaré que dans les années 2032, le PIB
iranien, le PIB, excusez-moi, le PIB chinois sera supérieur à celui des États-Unis. Et ça fait horreur aux États-Unis. Ça fait peur, parce que cela signifie que le dollar, il laissera son royaume et que ce sera la Chine qui va gérer les relations commerciales internationales dans le monde entier. Donc, ça intéresse, c'est sûr, les États-Unis que la Chine soit retardée, mais il y a les Indes qui souffrent plus que 30% de leur carburant en gaz liquéfié est arrêté à travers toujours par le détroit d'Ormuz, et les Indes produisent eux-mêmes leur propre engrais, et nous savons tous que l'industrie des engrais est une industrie énergivore. Donc ça va influencer la production des denrées alimentaires sur le monde entier. Oui. Et je crois que M. Trump commence à faire même carrière et à réfléchir comment s'en sortir de cette guerre qui n'est pas la sienne, d'ailleurs, qui n'est pas la sienne. Je ne comprends pas pourquoi. Mais peut-être l'une des causes, comme vous venez de dire, c'est de voir la Chine ou l'économie chinoise s'affaiblir. Mais d'ailleurs, les États-Unis perdent à peu près 1 milliard de dollars chaque jour dans ce conflit. Oui, et M. Trump qui prêchait la paix, qui a dit j'arrive là pour arrêter et éteindre un peu partout les guerres. C'est lui qui déclenche la guerre. Lui qui veut qui veut recevoir le prix de Nobel pour la paix. Il déclenche une guerre qui nuit à tout le monde actuellement. Vous savez, madame, chaque 10 dollars de plus dans le baril de pétrole implique 40 points d'inflation sur l'économie. Oui. Donc chaque 10 dollars de plus, on reçoit 40 points d'inflation. Et là, le monde entier, pas seulement l'Égypte, on va vers une période d'inflation très mauvaise pour l'économie et pour le pouvoir d'achat de l'être humain sur cette terre. Alors, je ne sais pas comment il va faire. Le G7 va se réunir bientôt, dans quelques heures, pour délibérer un peu de leurs réserves de pétrole. Les États-Unis ont contacté M. Poutine pour alléger les sanctions contre la Russie. Pour alléger les sanctions contre la Russie, pour pouvoir exporter un peu de pétrole. C'est vraiment, ils sont vraiment dans l'embarras. Oui, d'ailleurs, donc le président russe Vladimir Poutine, on peut dire qu'il est gagnant de ce conflit parce qu'il a proposé à l'Europe de leur exporter le gaz, le pétrole, après la levée des sanctions. Donc il a tiré profit donc de cette guerre. Tout à fait raison. Et je dirais que le perdant, c'est les États-Unis. Tout ce qu'ils ont fait, ils le perdent maintenant. Oui. Tout ce qu'ils ont essayé d'avoir une économie flamboyante, fleurissante, tout s'éteint actuellement à cause de cette guerre qui n'est pas la leur. Oui. Donc, revenons aux efforts diplomatiques de l'Égypte et l'initiative donc diplomatique du président Abdel Fattah el-Sisi. Vous avez dit que c'est difficile donc d'aboutir à un processus de paix tout de suite ou dans les prochains jours. Mais est-ce que cette initiative diplomatique, est-ce qu'elle peut freiner l'escalade ou l'expansion de ce conflit régional? Et selon vous, quel sera le scénario? Quand est-ce qu'on peut dire que cette initiative diplomatique a abouti à un processus politique, à un cessez-le-feu? Oui. Actuellement, madame, on remarque que, par exemple, l'Arabie saoudite
les responsables d'Arabie Saoudite n'arrêtent pas de téléphoner et de contacter M. Trump, lui demandant, lui suppliant d'arrêter cette guerre. N'oublions pas que lors de sa dernière tournée dans les pays du Golfe, M. Trump est rentré avec des milliards et des milliards de dollars comme investissement dans son pays. Et là, il risque trop, parce que les pays arabes, à un certain moment, en auront marre et ils vont découvrir que l'armée américaine, avec tout cette armada, ces porte-avions, ces missiles qui se trouvent dans la région, sont là pour une seule raison, défendre Israël. Oui. Ils ne sont pas là pour défendre les pays du Golfe, Les pays du Golfe. ni l'Arabie Saoudite, ni le Qatar. Ils sont là pour défendre l'Israël. Mais à quoi bon alors de faire tous ces investissements aux États-Unis? Le Qatar, pareil. Le Qatar, il a fermé la boutique et ne fonctionne plus pour liquéfier son gaz. Oui. C'est un grand dommage pour le monde entier. Alors, le Qatar téléphone et contacte M. Trump, lui disant qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous avez fait avec cette guerre pour nous faire autant du mal. Dans ces pays, il y a des bases américaines, des bases militaires américaines. Soi-disant que ces bases militaires se trouvant dans ces pays pouvaient les préserver de tout mal. Et c'était un tampon de paix pour ces pays. Or, il s'avère et il se trouve actuellement que c'est à cause de la présence de ces bases militaires américaines dans ces pays du Golfe qui sont devenues des cibles pour l'Iran. Oui. Bon, docteur Negui Victor, analyste politique et expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces éclaircissements et passez une excellente journée. Et voilà, nous arrivons ainsi à la fin de cette édition de notre couverture spéciale de la guerre au Moyen-Orient. Merci pour votre attention et restez donc sur Nile TV International dans quelques instants. Le deuxième journal de la journée à midi pile.